Hello mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait des mois que vous ne m'avez pas vu et je suis désolée. Le temps passe très vite. Et j'ai envie de vous dire, YouTube, tu dates, plate. Et aujourd'hui, on va parler donc des dates. Ok, je m'en vais. Donc oui, si vous aussi, vous n'êtes pas du tout ami avec les dates, comme moi, eh bien vous avez frappé à la bonne porte. Ne vous inquiétez pas, les dates historiques ne m'aiment pas non plus. Bref, on va récapituler. Alors aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on va se concentrer que sur un siècle, c'est-à-dire le XVIIe siècle, qui est sûrement le plus connu, tout simplement parce que c'était le siècle de Louis XIV. Donc, on va commencer, comme la logique le veut, pas justement en 1638. Et oui, on a zappé 38 années, mais comme ça. Et plus précisément le 5 septembre. Devinez quoi? Bah, c'est la date d'anniversaire, enfin, c'est le jour où Louis XIV est né. Et comme vous le savez ou pas, Louis XIV a un petit frère qui s'appelle Philippe, qui est né le 21 septembre 1640. Donc si vous savez compter, c'est 2 ans après. Malheureusement, 3 ans plus tard, donc le 14 mai 1643, leur père, Louis XIII, meurt. C'est donc son fils héritier, Louis XIVe du nom, qui n'a seulement que 4 ans et demi, qui va hériter du trône, du royaume de France et de Navarre. Donc en principe, il est censé devenir roi, mais vous vous imaginez bien, 4 ans et demi sur le trône, ça va pas trop être possible. Donc leur mère, Anne d'Autriche et Mazarin, vont être co-régents. Et là, vous avez une date à retenir, mais alors, comme un de mes profs le disait, caractère 14 en rouge, souligné, tout ce que vous voulez, le 24 octobre 1648, c'est la signature du traité de Westphalie. Alors pourquoi il est si important ce traité? C'est parce qu'il met fin à la guerre de 30 ans. C'était une guerre qui opposait les États européens. Quand je dis européen, je parle bien du continent, bien évidemment. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce traité, mais ce traité est ultra important parce qu'il a créé, entre guillemets, il a mis en place le système de relations internationales qu'on a actuellement aujourd'hui. En fait, ce sont les États européens qui vont se mettre d'accord sur le fait que chaque État est égal à l'autre, du coup, et que chaque État est souverain. Et oui, c'était pas si évident que ça avant. Parce que par exemple, la France se croyait supérieure à tout le monde. Voilà. Et par exemple, aujourd'hui, les États-Unis se croient supérieurs à tout le monde. Donc je vais vous résumer du coup un petit peu quels étaient les principaux opposants pendant la guerre de 30 ans. Alors d'un côté, on a le Saint-Empire romain germanique, le royaume espagnol, le royaume du Portugal, l'archiduché d'Autriche et le duché de Lorraine. Oui, parce qu'à cette époque-là, la Lorraine n'était pas française, parmi tant d'autres. Et d'un autre côté, on va avoir le royaume de Suède, le royaume de Bohême, à ne pas confondre avec la chanson de Aznavour, Man Bohème, le Danemark, la Norvège, les Provinces-Unies, le Royaume de France, parmi tant d'autres. Et donc là, vous voyez clairement donc, des deux côtés un affrontement entre le protestantisme et le catholicisme, en gros. Parce que la guerre se basait aussi sur des conflits politiques. Et comme son nom l'indique, pour une fois, la guerre a bien duré 30 ans. Donc ensuite, pour la seconde moitié du siècle, de 1648 jusqu'à 1653, on a ce qu'on appelle la période de la Fronde. Pour résumer, c'est un peu la période de rébellion de tout le monde en fait, du Parlement, de l'aristocratie, du peuple, et oui encore. Et contre qui? Bah pour changer, contre la monarchie. Surtout qu'à ce moment-là, la monarchie se trouve affaiblie parce qu'on est dans une période de régence. On n'a pas de roi sur le trône physiquement et mentalement et autres pour mettre l'autorité du coup au sein du royaume. Et justement en parlant de cette autorité, le peuple français mais aussi beaucoup de parlementaires en avaient marre
de l'autorité extravagante du cardinal Richelieu sous Louis XIII. Pour une fois, nous avons une date entre guillemets heureuse, censée être heureuse, c'est la joie. Le 9 juin 1660, c'est le mariage entre Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche. Et comme son nom ne l'indique pas, elle ne vient pas d'Autriche. Marie-Thérèse d'Autriche est l'infante d'Espagne. Et justement, ce mariage intervient un an après le traité de paix franco-espagnol, parce que oui, à l'époque, on se mariait pour faire la paix. Voilà. Et donc ce traité s'appelle le traité des Pyrénées. Ils sont pas partis bien loin pour trouver un nom. Donc ensuite nous avons l'année 1661. Et là attention, encore une fois, une date à mettre en caractère 22. En rouge, souligné, en gras, tout ce que vous voulez. Mais cette année est ultra importante parce que c'est vraiment l'année qui va marquer le début du règne personnel de Louis XIV, parce que c'est l'année où Mazarin va décéder. Le cardinal Mazarin a été un personnage très important dans l'histoire de France. Il a vraiment marqué les esprits. Il était primordial dans la vie politique française. À cet instant-là, Louis XIV va décider de supprimer tout simplement le poste de Premier ministre. Ben oui, hein, comme si on pouvait faire ça comme ça. C'est comme si Macron décidait de supprimer le poste de Premier ministre comme ça, et on n'aurait plus d'Édouard Philippe. Enfin, pas au sens propre du terme. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre, mais du coup comme le poste est vacant, il ne va pas en gros en chercher un autre. Du coup, si je vous parle de 1661, c'est surtout pour ça, mais aussi parce que, comme je vous le disais, c'est le début du règne personnel de Louis XIV. Et justement, quand on demande les dates de règne de Louis XIV, on commence par 1661 jusqu'à 1715. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va faire un petit peu le ménage et qu'il va gouverner personnellement. Et oui, tel soleil où tous les pas. Le 31 mars de cette même année, c'est son frère Philippe qui va se marier. Et oui, étonnant pour l'époque parce que Philippe, disons, préférait les saucisses. On va dire ça comme ça. Donc il va se marier avec Henriette d'Angleterre, qui était la sœur du roi d'Angleterre de l'époque. Il y a eu des tas de rumeurs à propos de ce mariage. La première étant que du coup Philippe s'est marié avec elle juste pour les apparences parce qu'il n'était pas très moule. Et la deuxième rumeur était que Louis XIV se tapait sa belle-sœur. Donc voilà. Si vous voulez, vous pouvez vous rapporter à la série Versailles. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. N'hésitez pas à aller la voir ou la revoir. On arrive ensuite au 17 août 1661. Cette date-là va marquer Louis XIV puisque Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, va organiser une énorme fiesta chez lui au château de Vaux-le-Vicomte. Un château que j'adorais visiter d'ailleurs. Qui est pas très loin de la région parisienne. Mais du coup, oui, il va organiser une énorme fiesta et tellement grande la fiesta que Louis XIV va s'en trouver jaloux et va le faire arrêter. Et oui. Et surtout, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le château de Versailles n'était pas celui qu'on connaît actuellement, il était largement plus petit. Donc oui, Louis XIV en a eu pour son ego. Donc ensuite on a le 16 octobre 1662. Tranquillou, ça fait à peine un an, Louis XIV règne personnellement. Il va aller faire ses courses et puis il va acheter la ville de Dunkerque et la ville de Mardyck. On se croirait au Monopoly. Il va l'acheter donc au roi d'Angleterre pour 400 000 livres. Alors je ne sais absolument pas ce que ça représente aujourd'hui, mais j'imagine que c'est pas peu cher. Le 14 février 1663, c'est à cette date-là que le Canada va devenir une province de France. Oui. Je profite pour faire une petite dédicace à mon yaya. Donc ensuite, le 12 septembre 1665, c'est Jean-Baptiste Colbert qui va devenir contrôleur général des finances. Et à ce même moment, Charles IV de Lorraine
va céder la Lorraine et le Barrois à la France. J'en profite pour faire une dédicace à mes potes nancéens. Coucou! On a ensuite entre 1667 et 1668 la première grande guerre de Louis XIV. Alors à qui va la faire la première grande guerre? Bah à l'Espagne, tiens. Eh oui, à l'Espagne, que c'est étonnant. Of course, on s'en balèque de sa femme et on va faire la guerre à son pays. YOLO. Et en fait, justement, c'est sa femme qui en est en cause, eh oui. C'est parce qu'il veut récupérer la dot de sa femme, qu'il n'a jamais reçue apparemment, lors du mariage. La dot, c'est justement ce que la future épouse va apporter au mari. En contrepartie. Oui, je sais, il y a une contrepartie, mais voilà. Et oui, il fait une guerre rien que pour ça. Bah écoutez, monsieur Louis XIVe du nom, il suffisait de demander, hein. Il faut pas faire tout un plat. Dernière grande date à souligner en caractère 14, 22, rouge, tout ce que vous voulez. C'est donc le 17 octobre 1685. Louis XIV va faire l'édit de Fontainebleau qui va révoquer, donc entre guillemets annuler l'édit de Nantes. Et justement cet édit de Nantes était signé donc par le grand-père de Louis XIV qui était Henri IV. Et cet édit de Nantes va faire foi de tolérance envers les protestants, ce que Louis XIV ne voulait pas du tout accepter après. Donc voilà, c'était les principales dates à retenir de ce XVIIe siècle. J'espère que ça vous a plu. Oui, c'était un gros résumé. Pendant ce siècle-là, le château de Versailles va être modifié en long et en travers. Je vous fais de gros poutous, bande d'ananas pas frais, et je vous dis à très bientôt.